Faut-il voir la série Netflix Marco Polo? Comme d'habitude, on va en parler un peu, mais sans spoiler. La réponse est oui, pensez à vous abonner, laisser un commentaire, un pouce bleu, c'est très important. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas que... Non mais bougez pas, je vais détailler un peu quand même, hein, d'autant que beaucoup de gens trouvent abusivement qu'il n'y a que des trucs nuls sur Netflix, alors ça valait le coup de vous donner quelque chose de chouette à regarder. Marco Polo est donc une série Netflix sortie en 2014. Elle comprend 2 saisons de 10 épisodes, avec un épisode spécial qui raconte l'origin story d'un des personnages. Malheureusement, le budget colossal de cette série verra son arrêt après la 2e saison, laissant beaucoup de fans dans la douleur la plus profonde. Évidemment, c'est mon cas. On y suit donc les aventures de Marco Polo, le célèbre explorateur médiéval italien qui partit à la cour mongole de Kubilai Khan au XIIIe siècle. Toute ma vie, j'ai attendu que mon père, le grand aventurier, veuille bien m'offrir une place à ses côtés. Il est ensuite retourné en Europe où il participa à une guerre entre Gênes et Venise et où il fut fait prisonnier par les Génois. C'est là qu'il aurait fait le récit de ses voyages à un compagnon de cellule, le tout nous étant parvenu sous le nom de Livre des Merveilles ou Le Devisement du Monde. Le casting intègre tout un tas de comédiens et de comédiennes qui cassent la baraque, avec une mention toute particulière pour Benedict Wong qui campe l'empereur Kubilai avec un incroyable brio. Oui, parce qu'en fait, je dis qu'on suit les aventures de Marco Polo, mais ce n'est pas tout à fait vrai. La série s'appelle Marco Polo, mais en fait, Marco Polo, on s'en tape, vraiment. En réalité, le voyageur italien n'est qu'un prétexte. Un prétexte qui nous permet de découvrir un peu la cour mongole à cette période de l'histoire et ses rapports avec le reste du monde. Que ce soit les Chinois, d'autres Mongols, le pape et les chrétiens, les Européens, l'entourage de Kubilai gère progressivement un peu tout ça. Et Marco Polo, il est juste là parce qu'il est là, mais bon, on oublie assez vite le personnage, qui est surtout utilisé pour faire avancer tel ou tel sujet. Et ça, eh bien, ça perturbe énormément de gens, que le personnage principal ne soit pas vraiment le personnage principal. Mais moi, j'adore cette approche qu'on avait déjà dans Kingdom of Heaven. Souvent, le public a besoin de s'identifier à des personnages qui incarnent des choses. Mais lorsque le personnage principal n'est autre que l'histoire, eh bien cela brouille souvent la lecture dont nous avons l'habitude. Et on va juger cela durement en disant que le perso principal, eh ben, il sert à rien. Et ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Il sert juste à mettre en lumière le vrai sujet, l'histoire. Et à mon sens, on manque beaucoup de ça au cinéma ou dans nos séries. Bon, après, on va tout de suite assumer la vérité toute nue. Historiquement, c'est pas fou. Hein, c'est vraiment pas fou. Enfin, je dis c'est pas fou, mais c'est plus subtil que ça. Mais avant de vous expliquer ça, non, la vidéo n'est pas sponsorisée, mais j'ai besoin de votre aide. Vous le savez, la chaîne coûte cher à produire, et pour continuer à faire tout ce que je fais et tout ce que je sors, je passe une bonne partie de mon temps à courir après l'argent, et on va pas se mentir, c'est pas la partie de ce boulot que je préfère. Bref, j'essaie de trouver des moyens de financer tout ça, et hier j'ai lancé une vente exceptionnelle de couteaux sur mon site internet, histoireappliquée.com. Je fais ça de temps en temps, ça me permet d'investir dans du matériel de tournage, des objets historiques à vous présenter, financer les déplacements, et en fait ce système il est absolument indispensable pour faire des investissements sur la chaîne et continuer à la faire vivre. Selon les modèles, je fais les lames moi-même ou je les commande chez divers fournisseurs, et ensuite je les monte dans mon atelier, je fais le design final et les finitions avec diverses essences de bois, de cornes, d'os, de bois de cervidés parfois aussi. L'idée c'est de vous proposer des objets un peu originaux qui vous permettent de vous faire plaisir avec un produit dérivé issu de mon atelier et en même temps de faire une action de soutien à la chaîne. Et c'est plus que précieux, croyez-moi, vraiment, quand je vous dis que c'est indispensable, c'est vraiment le cas. Alors, il reste une quarantaine de pièces inspirées de modèles historiques ou non comme celui-ci qui évoque les lances courtes des Zoulous, c'est quelque chose que je voulais tester depuis longtemps. J'ai également toute une gamme de Bowie, c'est le couteau américain absolument emblématique. J'ai des Scramasax. Ça vous connaissez, on en a déjà parlé sur la chaîne, hein, c'est plutôt médiéval, en tout cas du début du Moyen-Âge, et également quelques couteaux un peu plus simples, des choses comme ça. Voilà, donc, allez voir si ça vous intéresse. Comme à chaque vente, je ne sais pas quand sera la prochaine, ça dépend du temps que j'ai à mettre dedans, donc n'hésitez pas à investir pour un anniversaire ou pour Noël en avance, je ne peux malheureusement pas garantir de refaire des choses d'ici là, et comme chaque modèle est unique, il n'y aura dans tous les cas jamais 2 fois réellement le même. Voilà, et ben écoutez, merci beaucoup pour votre aide là-dessus, et bien sûr, si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas les moyens ou l'envie de m'aider via cette vente, il reste la page KissKissBankBank, vous pouvez participer à partir d'1 € par mois, et actuellement c'est ce qui paye en très grande majorité mon propre salaire, donc ça aussi c'est extrêmement précieux. Voilà, donc dans tous les cas je vous remercie encore une fois, je vous mets les liens en description, et je vais vous expliquer ce que je voulais dire sur Marco Polo, parce que cette série, elle a beaucoup de choses à dire. Vous le savez, je revendique souvent le fait de pouvoir adapter une période sans la trahir, et qu'à partir du moment où on est dans ce cadre, on peut s'arranger des personnages, des costumes, des événements, tant que l'ambiance générale, eh bien, elle est respectée, que l'idée de la période est respectée.
Là encore, c'est quelque chose que Kingdom of Heaven faisait très bien. Parfois les costumes sont à la ramasse, les personnages aussi, les événements sont réarrangés, mais l'ensemble dépeint probablement assez bien l'ambiance et les différents équilibres au Moyen-Orient à la fin du XIIe siècle. Marco Polo, c'est un peu la même chose. Beaucoup de choses sont arrangées, les costumes sont approximatifs, les événements s'entrecroisent et sont très arrangés aussi. Finalement, en termes d'historicité pure, ce n'est pas exceptionnel. Pour autant, la série ne trahit pas la période et met en scène les différentes thématiques très présentes à l'époque. Dans les premiers temps, les Mongols qui viennent de vaincre une bonne partie des Chinois commencent à s'installer en Chine et créer une nouvelle dynastie en se sédentarisant. Mais il reste des Chinois de la dynastie Song qui résistent, et l'on suit le développement de cette intrigue jusqu'à leur conquête dans la première saison. On y voit aussi les problèmes avec les peuples mongols vivant de manière traditionnelle et qui estiment que la nouvelle dynastie sino-mongole trahit leurs valeurs, ce qui bien entendu a tendance à créer des conflits. Les rapports avec la chrétienté, et certains Mongols qui commencent à se convertir, les rapports que les Mongols ont tissés avec les populations moyen-orientales pendant les croisades à travers l'Iran et l'est du bassin méditerranéen. En fait, aussi étonnant que ça puisse paraître, aussi peu historique que cela puisse être dans les détails, eh bien c'est plutôt bon en termes de thématique générale et d'idées. Bon alors personnellement, je ne crois pas que ce soit fait exprès, parce que ce genre de choses tient peut-être plus du hasard. Généralement dans les productions historiques, on assiste à des mélanges différents, plus historiques ou bien moins historiques, mais rarement une rupture aussi franche entre les événements et les costumes d'un côté et les thématiques de l'autre. Marco Polo a aussi une autre caractéristique qui ne joue pas pour elle dans la mode actuelle, c'est une série qui sait prendre son temps. Et malheureusement, ces dernières années, nos cerveaux sont de plus en plus entraînés et forcés à avoir des stimulations faciles, rapides, immédiates. Les films vont vite, il faut de l'action tout le temps. Les séries sont encore plus tranchées que ça, celles qui fonctionnent le mieux sont souvent celles qui vont très vite, trop vite, au détriment de l'installation d'histoires qui tiennent la route, de vraies ambiances fouillées et de cohérence dans le récit. Alors les histoires qui prennent leur temps sont souvent mal aimées au cinéma ou à la télévision. Beaucoup reprochent un manque de rythme, en confondant au passage rythme et vitesse et précipitation. Et tout ça ne va pas aller en s'arrangeant. L'avènement de la vidéo courte sur les réseaux sociaux nous habituant de plus en plus à des stimulations immédiates, rapides, puissantes et à la carte. Bref, Marco Polo prend son temps d'installer ses ambiances, d'installer ses personnages dans toute la complexité de leurs humanités. Les décors sont magnifiques, les scènes de voyage nous embarquent avec elles à l'autre bout du monde. Et tout ça avec une musique magnifique, reprenant des instruments et des morceaux traditionnels chinois et mongols. Encore aujourd'hui, c'est une des bandes originales de séries et de films que j'écoute le plus, et que j'ai écouté une fois encore pour écrire cette vidéo. Allez, plongeons ensemble dans quelques détails que je trouve particulièrement marquants. Déjà, c'est la seule série historique que je connaisse, avec un combat de personnages en armure complète, Code de Maille et Home qui arrivent à mettre en difficulté un autre personnage. Mais pourquoi il arrive à le mettre en difficulté, allez-vous me dire? Parce qu'une armure complète, eh bien, ça protège. Et oui, je le répète assez souvent, mais ça protège. Impossible de couper de la Code de Maille, donc fatalement, un personnage tout armuré peut rentrer dans le lard d'un autre de manière assez bourrine, sans craindre d'être réellement touché. C'est remarquablement bien mis en scène dans la saison 2, et ça, c'est vraiment cool. Pendant quelques épisodes, les Mongols ont affaire également avec la célèbre secte des assassins, les Assassins, rendue populaire par la série de jeux vidéo Assassin's Creed. Pour expliquer ça historiquement, il faut refaire un peu d'histoire du Moyen-Orient très rapidement. À la fin du XIe siècle, les croisés européens arrivent en Terre Sainte pour la première croisade, sur les territoires qui bordent la Méditerranée à l'est. Ces territoires sont occupés majoritairement par les musulmans, et ils sont déjà en friction permanente avec les Byzantins, nouant tour à tour alliances et conflits. Les croisés européens apportent alors une nouvelle donnée culturelle, puisqu'ils vont s'installer sur place et fonder les États latins d'Orient, qui perdureront jusqu'à la fin du XIIIe siècle. On a ainsi donc 3 grandes cultures qui s'entremêlent dans la région, voire 4. Les Européens, les Byzantins, les musulmans de tradition turque et les musulmans de tradition arabe. Ça va, vous arrivez à suivre? C'est passionnant cette période, mais clairement, c'est le bordel. Tout le monde s'allie avec tout le monde contre tout le monde, puis ça change quelques mois après. On a des périodes de calme, des périodes de paix, mais pas toujours, bref, ça change souvent. Et je vous renvoie à ma vidéo sur Kingdom of Heaven si vous voulez en savoir plus. Là-dessus, au XIIIe siècle, arrivent les Mongols qui sont en train de rouler sur l'intégralité de l'Asie et se disent qu'ils iraient bien jouer aussi au Moyen-Orient. On a donc un grand patchwork culturel à ce moment-là, qui mélange autant les peuples que les religions, et Marco Polo montre bien cet effet. Voyageurs chrétiens, ambassade auprès du pape, administrateurs et marchands musulmans, c'est assez bien montré dans la série cette relative mixité culturelle, et surtout cette découverte des autres cultures. Et donc, revenons-en aux assassins.
Les Hashashin, c'est une secte musulmane créée vers la fin du XIe siècle, dont le but était de peser sur l'échiquier politique de la région pour servir diverses causes, pas toujours très claires. Et ça, c'est presque tout ce qu'on sait de sûr sur eux. Voilà, tout ce que vous entendrez ailleurs, c'est de l'hypothétique. Est-ce que c'était des gens de la secte drogués à qui on donnait une cible et un couteau, des assassins d'élite façon ninja japonais? Personne ne le sait vraiment. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'ils étaient craints par tous dans la région et que les Mongols en avaient assez peur pour décider de raser leur forteresse de Masyaf en Syrie et tuer tous ceux qui s'en réclamaient. Bonne ambiance, mais on voit assez bien d'ailleurs ce rapport de force entre assassins et Mongols dans la série. Pour le reste, il y a de belles légendes, mais ça reste des légendes. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un sujet là-dessus, c'est une thématique sur laquelle j'ai pas mal travaillé dans ma vie. Et puis vous connaissez la chanson, hein, les commentaires aident au référencement, le référencement aide la chaîne vous aide à avoir de meilleurs contenus, pif paf pouf, abonnez-vous, mettez un like, et on continue. À un moment, on voit les Mongols qui font construire de grands trébuchets, je ne vous dis pas ni par qui, ni comment, ni pourquoi, pour ne pas vous spoiler. C'est un détail de l'histoire assez intéressant. Les grands trébuchets étaient alors bien connus en Europe et au Moyen-Orient, c'est des machines à contrepoids permettant d'envoyer des énormes cailloux au moyen d'un bras de levier, exactement comme celui-ci, et d'une fronde au bout. Il en existait de taille absolument monstrueuse, mais à ce moment-là, les Mongols n'en avaient pas. Voilà, ce qui bien entendu les mettait un peu en difficulté quand il s'agissait de prendre des villes chinoises, la dynastie Song résistant à un siège interminable au moment de la série. Kubilai fait alors venir des ingénieurs musulmans de Bagdad pour construire des engins capables de briser les murailles, ce qui aboutira à la prise de la ville et l'installation dans toute la Chine de la dynastie mongole des Yuan. Pour autant, dans toute la zone asiatique, on connaissait déjà des modèles de machines à bras de levier, mais dans des modèles plus réduits à traction, c'est-à-dire que ce sont les servants de machine qui, en tirant le bras de levier avec des cordes, un peu fort, eh bien ils font partir les projectiles. On en retrouve en Chine et en Corée, mais ce sont des engins plutôt destinés à la défense de places fortes contre des attaquants et non pas contre des structures. Mine de rien, c'est dur de résumer une série aussi riche en quelques mots, on peut dire l'essentiel en une phrase, mais il restera tant à dire. Alors, faut-il voir Marco Polo? Comme d'habitude, ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire, mais franchement, allez-y. Encore aujourd'hui, je comprends mal le peu de succès de cette série, qui a beaucoup à offrir pour peu qu'on ait la curiosité de la voir à travers les yeux d'un étrange témoin, comme Marco Polo l'était lui-même. Je comprends mal les critiques violentes qu'on a pu lire ça et là sur la production, regrettant une série où il ne se passe rien et qui est d'un ennui mortel et ringard. On n'a peut-être pas vu la même série, enfin peut-être que je vieillis, mais je ne comprends pas ce genre de retour qui me semble être profondément injuste. Regardez Marco Polo. Bien sûr, gardez à l'esprit que l'histoire a été plus qu'arrangée et que les costumes sont loin d'être justes, voilà. Mais songez aussi qu'en regardant Marco Polo, vous ne garderez pas une idée fausse de la période dans cette zone géographique, loin de là. D'ordinaire, je vous dis que les détails font la crédibilité de l'ensemble. Mais là, pour je ne sais quelle magie, et par je ne sais quelle magie, la crédibilité de l'ensemble tient debout toute seule. Alors voyez la série! Voyez-la comme un tableau d'ensemble, une vue d'artiste qui ne trahit pas vraiment sa période. Ne faites pas attention aux détails pour une fois, mais plongez-vous dans la musique exceptionnelle, baignez-vous dans les paysages, dans les concepts, dans les idées, dans les ambiances, et vous devriez passer un bon moment. Le cinéma historique n'a pas fini de me surprendre. J'ai parfois la prétention de croire que j'ai fait le tour de beaucoup de choses, mais il ne cesse de se réinventer, de se réécrire, de se repenser et de muter. Ce qui semble parfois évident est remis en question au visionnage suivant, et il est plus que jamais important de garder la tête froide, le cœur chaud et l'esprit ouvert. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo sur cette série qui me tient à cœur. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez, commentez, partagez la vidéo, c'est toujours super important. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.